attention, elle me dit cette petite phrase, avec un sourire. Un sourire et une intonation, je ne sais pas comment, liftée, rien vu venir. Une attaque frontale, je gère, mais un sourire et ce petit ton de voix là qui passe sur le côté. Désarmé, hein, incapable de répondre. Je vous interromps une demi-seconde. Attends, Julien, je termine. Rien trouvé à dire. Mais non. Non, mais pour répondre à ce genre de personne, moi je dois monter sur mes branches. Mais oui. Je voudrais juste... Je suis assise face à elle, le dossier de notre spectacle est dans les mains. Je sais très bien pourquoi nous le faisons. Je lui décris le machin, nos principes, les grandes lignes du suffragisme. Elle m'écoute, hein. Elle a l'air complètement connectée à ce que je raconte. Elle ponctue avec la tête. Ces gens qui ponctuent avec la tête. Bref, tous les signaux sont au vert et bim, cette petite phrase. Elle commence par « je me demande » en plus. Je me demande si... Non, ces gens qui commencent leur phrase. Je me demande si c'est vraiment un sujet. Mais tu vois la tournure déjà? Mais comment tu veux monter sur ton grand cheval avec une phrase pareille? Je me demande si c'est vraiment un sujet. On sent l'entraînement, le savoir-faire. Je me demande si c'est vraiment un sujet. Le tout avec un sourire. Ouais. Une petite intonation sur le côté, liftée. Ah ouais. Et elle ponctue avec la tête pendant que tu présentais le projet, elle ponctue avec Bon, la bref, tête. j'ai pas su quoi répondre et je suis passée aux conditions techniques. Non mais je comprends tellement, chasse. À ta place, moi je me serais décomposée. Qu'est-ce que j'ai fait avec mon portable? J'interromps pas, je préviens juste, je vais chercher un micro. Ouais, attends Julien. Tu veux un micro pour faire quoi? Bah Jules, qu'est-ce que tu fabriques maintenant? J'ai une proposition. Pour laisser costumes. Oh, on a dit pas de théâtre en costume. Non, on a dit pas de costume historique. Et là, Pas historique, mais suggestif. tu Tu retrouves un minimum, merde. Toi. c'est de cette liste que je te parlais tout à l'heure. Il va falloir se mettre quelque chose sur le dos. Hein. Eh, je viens de parler avec Charles, un sujet de la petite phrase. Ah ouais, la petite phrase. Alors, tu penses quoi? Trop long. C'est parce que c'est long que ça a du sens. C'est l'époque rouge, tu sais. Je me mets là, je teste et si c'est trop long, c'est réglé. Non, il joue toi aussi les costumes. Non, mais montre-moi en attendant. Je dirais d'abord un truc pour introduire comme avant que les Françaises d'ailleurs, ou les Françaises n'ont obtenu gna gna qu'après, je marquerai un suspens là comme ça, n'ont obtenu gna gna, suspens, qu'après les, avec un les tenu en l'air, vous voyez. Voilà, 3 messages, évidemment. Vous m'écoutez? Ouais. Vas-y. Tu préfères le gris ou le noir? Les Françaises n'ont obtenu le droit de vote qu'après les Néo-Zélandaises, Bon, après tout, je suis pas costumière. Maoris comprises, T'inquiète pas, Freda. Australiennes, Et des costumières qui font des propositions très douteuses. aborigènes exclus, Non, mais attends, tu viens vraiment de dire ça? hollandaises, Mais c'est vrai, t'es norvégiennes, pas costumière. danois, Non, Evelyne, islandaises, faut que t'arrêtes de fonctionner comme ça. russes, Mais américaines de Washington, de Californie, de l'Arizona, du Kansas et de l'Alaska, Je la survivreur, hein. Si manitobaines, quelqu'un l'entend, arméniennes, il fait quoi là? la petite Hongrois. est avec tes parents. canadiennes, Ah non, anglaises, elle est à la crèche. de plus de 30 ans, Bon, je dois la récupérer à 16h30. polonaises, 16h30. Punaise. géorgiennes, Faut qu'on s'y mette là. azerbaïdjanaises, autrichiennes, Mais tu fais quoi? Non, Allemand. bouge pas, c'est pour aider Freda. estoniennes, Mais tu vois bien que c'est trop grand. lestoniennes, Donc, lituaniennes, j'aimerais tenter une entrée en matière. hollandaises, Au micro. luxembourgeoises, J'aimerais offrir au public une citation, suédoises, la seule citation de la pièce. Donc tout le contraire de ce qu'on a décidé finalement. Ouais, d'ailleurs, au sujet des Bah, pas du citations, tout, ce sera l'exception qui confirme la règle. j'aimerais beaucoup qu'on questionne ce choix. S'il vous plaît, Freda voudrait qu'on questionne. Non, merci, c'est bon, Evelyne, ça va. Merci. mongols, libanais, Bon, Julien, instruits, c'est quoi l'idée? Ne anglais, presse pas. Vas-y, Juju, on t'écoute. équatoriennes, Exergue. grecs, The history of man's. portugais, Je me demande si diplômés, Quoi, Julien? sri-lankais, ça n'en profiterait pas à ce moment-là pour avertir le public. espagnols, Mais sachez que toutes les prises de parole que vous allez entendre, thaïlandais, aucun discours d'origine, seulement les articles de loi. Ouais, il a raison, il faut trouver une façon de leur dire. Voilà, et c'est précisément sur ce point que je Vas-y, viens brésiliennes, dis ton truc là. cubaines, Non, mais on commencera jamais sinon. turcs, The history of man's. Non, birmanes, j'avertis d'abord, je donne la citation après. indiennes, Je reprends tout. alphabétisées, La citation que vous allez entendre, et propriétaires, et que je tenais personnellement à partager, philippines, pour une raison qui ne vous échappera pas, boliviennes, cette citation ouzbeks, sera la seule citation.
Nous aurions pu faire un montage de discours, ça n'a pas été notre choix. Les discours, essais, citations, articles de presse, l'ensemble du corpus, comme on dit, vous sera restitué en substance. Vous n'entendrez donc jamais les mots exacts. The history of math. Ça dit en français peut-être. Bon, l'exergue, Julien, l'exergue, les premiers mots de la première minute des 95 qui suivront. The history of man's opposition to women's emancipation is more interesting, perhaps, than the story of... Bah non, mais ça va pas du tout. Bah si ma grand-mère est dans la salle de mon père. Mais je commence un spectacle sur les suffragistes françaises qui ont une citation anglaise, donc ils comprennent pas le moindre mot. Alors l'histoire de l'opposition des hommes à l'émancipation des femmes est plus révélatrice encore que l'histoire de cette émancipation. Magnifique. Bon, 14h30, hein. On pourrait écourter la liste, mais bon, quel intérêt? y a un truc, non? Je crois que c'est trop petit. Non, les coupes d'époque, tu sais. Evie, Il y a une idée à exploiter, Au non? Moyen-Âge, on portait les pantalons plutôt courts, je crois. Evie. Le Moyen-Âge? Évidemment, je ne tiendrai pas une liste, hein, une feuille, je veux dire, il faut imaginer un truc beaucoup plus visuel. Un long parchemin que je déroulerai là, ou un papyrus, je confonds toujours. Charles, t'en penses quoi? Un papyrus Ou un parchemin. Je finirai par se dévider dans le public, j'égrènerai un à un les 50 pays qui ont accordé le droit de vote avant que la France, et le rouleau roulerait peu à peu entre mes doigts jusqu'à atteindre les premiers rangs des Bon, on va y spectateurs. réfléchir. Evie, même en l'an 0, ce pantalon aurait été trop petit. Non mais laisse, Evie, tu vois bien qu'ils en veulent pas. Bon, on commence, là? Bah oui, parce que si tu veux nous quitter à 16h30, faudrait s'y mettre. On commence. Bon, bah, alors vous êtes sûr, il n'y aura pas de regret, je garde l'arbre de bouche. Ah, elle est pour toi. Ah oui, non, niveau date, ça va pas là. Frédéric. Ah non, on l'a dit et redit, la révolution c'est trop tard. Enfin, on a bossé toute la période médiévale exprès. Non, mais il faut bien commencer quelque part, non? Bon, écoute, Freda, moi aussi, j'avais écrit une scène qu'on va enlever. Non mais c'est pas le problème. Le problème, c'est la représentation politique des Françaises. C'est pas une affaire d'ego, c'est une affaire de reine. Freda, en 1h30 de spectacle, on peut pas tout Ils en garder. prendront pour 2 heures s'il le faut. Non, mais c'est quoi cette manière de fonctionner? 1h35. On couperait des bouts d'histoire juste pour pas fatiguer le public. Merde. Peut-être aussi parce que le Moyen-Âge... Ouais, quoi le Moyen-Âge? 1000 ans, 10 siècles. Des lois qui vont nous suivre jusqu'au 19e. Mais si tu raisonnes comme ça, faut commencer par l'Antiquité. Ah non, je dis pas qu'il faut le faire, hein, absolument pas. Le code Napoléon, il s'appuie sur le droit romain. Ça ferait trop long, hein. Non, c'est sûr. Surtout si on parle du Moyen-Âge aussi, ça fait du... Ah, non, je dis pas ça contre toi, Freda. La loi Salique, c'est le début de l'exclusion politique des Tu as Français. tout à fait raison. C'est une affaire cruciale de représentation. Exactement, allez, non, on oublie l'Antiquité, hein. Paf, direct le Moyen-Âge. Vas-y, Freda. Allez, 8e siècle. Un auteur anonyme rédige le Liber Historiae Francorum, l'histoire des rois de France, à partir d'un traité de Grégoire de Tours. Et, comme par un coup de baguette magique... Attends. Tu parles à qui, là? Bah, au public. Donc, tu veux vraiment faire un cours d'histoire au public? On a prévu des dialogues, hein. Enfin, des Très dialogues. Vas-y, Freda, reprends. Bon. Et comme par un... Voilà, un traité de sont impossibles à remonter, il crée le premier roi des Francs. Tadam! Tu t'appelles Pharamond, tu descends des Troyens et tu es l'ancêtre des Mérovingiens. Je m'appelle Pharamond. Je m'appelle Pharamond, je descends sur Troyen. Je m'appelle Pharamond, je descends des Troyens et je suis l'ancêtre des... Mérovingiens. Et tu n'existes pas. Je n'existe pas. Probablement pas. Et tu règnes au 5e siècle. Je n'existe probablement pas et je règne au 5e siècle. Premier roi des Francs. Et ta légende permettra dans les siècles suivants de faire consentir les populations à la royauté. Je dois faire quelque chose de particulier? Non, tu restes là, c'est bien. Ok. Alors, saut dans le temps. En France, c'est la valse des couronnes. Les rois meurent sans héritière.
Alors, la dynastie des Valois commence ainsi dans le désordre. Les rois meurent sans héritier. Voilà. Les héritières ne manquent pas, mais au bout des querelles, c'est toujours un homme qui monte sur le trône. La dynastie des Valois commence ainsi dans le désordre. C'est pas net. Voilà. Alors, les universitaires entament une réécriture de l'histoire. Leur objectif est double, cadrer et légitimer la succession des Valois. Et c'est pas un cours, ça. La mise à l'écart des héritières est devenue une spécificité française qu'il convient de cadrer et de défendre. De ce fait... Vas-y, va t'asseoir dans le public et dis-moi en quoi c'est différent des leçons de Madame Rabiot. Charlotte, des commentaires? Absolument pas. Vas-y, continue. De ce fait, au début du XVe siècle, on commence à exhumer le passé, très lointain. On s'intéresse au 62e article du Code des lois des Francs, article qui n'évoque absolument pas la succession du pouvoir politique, mais le partage des terres. Et les deux partage là qui savent pas. des choix à l'héritier mâle. Alors le texte du Code est modifié, le mot terre est remplacé par le mot couronne, abracadabra. Cette loi salique finit par être attribuée à Pharamond, premier roi des Francs, descendant des Troyens. Au XVe siècle, tout est en place. L'imprimerie récemment inventée permet de publier cette supercherie. Première version d'une loi qui nous mettra dedans pour des siècles et des siècles. Alors, c'est vrai que c'est peut-être un peu... La Révolution française hérite de la loi salique et la grave dans le marbre. Vous n'avez pas fait une pile avec les décrets, les articles de loi, nana? J'en sais rien. Un peu quoi, Evelyne Non, mais rien d'anormal, Freda, faut surtout pas t'inquiéter. Ah, mais je m'inquiète pas. 14h43. Mais il y a une aridité consubstantielle aux faits historiques. Ouh, une aridité consubstantielle. Et j'imagine que le Moyen-Âge a une aridité consubstantielle supérieure aux autres périodes. Ah c'est bah, ça. maintenant que tu le nommes, oui, je pense qu'il faudrait peut-être questionner... Je l'ai, le décret. Il y a tout ce bazar sur le plateau aussi, mais... Bon, rien de grave, j'ai fini par trouver. La royauté est indivisible et déléguée à la race régnante de mâle en mâle, par ordre de primogéniture, à l'exclusion perpétuelle des femmes et de leur descendance. Ouais, bah valait bien la peine de marcher sur Versailles. 1791, Je vais bientôt mourir. le panache, le sang qui coule, les grandes phrases qui peuvent tuer. Alors, la poudre, les perruques, les cocardes. D'ailleurs, je le redis, hein, si quelqu'un veut prendre Olympe de Gouges... Elle est pour toi, Olympe. Vous êtes sûr, il n'y aura pas de regret, Jo? Trop de sang. Chat? Je suis plus 20e, moi. Bon, ça coûte pas mal aussi au 20e. Ouais, mais différemment. Personne viendra râler, hein? Bon, on ne demande pas à Freda, elle la déteste. Merci, Evie. Dis donc, pour différencier les groupes professionnels. Quoi, elle envahit tout? Je ne peux plus parler de féminisme sans parler d'Olympe de Gouges. Qu'elle est même honte suprême pour une figure subversive dans les annales du bac. Que sa déclaration des droits, c'est un peu tarte à la crème. Je suis perdu là. On fait rien concernant le roi? C'est juste le premier manifeste féminin et féministe de notre histoire, mais bon. Je crois pas, non, on va direct au cœur du sujet. Voulez-vous, elle est trop connue. Le cœur du sujet. Les femmes, Joe. Ah ouais, mais vous comprenez, les figures historiques, en fait, c'est un peu comme les chansons. Hein. Donc l'arrestation du roi, on passe. Dès qu'elles sont trop connues, eh ben, elles valent plus rien. Direct sur la terreur. La terreur, oui, si tu veux. Avant qu'on fasse les députés du comité Nénin, tu veux qu'on présente Olympe de Gouges? Ah, non, mais je pense pas qu'on ait le temps. Charlotte, t'en penses quoi? Enfin, non, mais c'est gentil, mais autant passer directement... Non, mais au bien moment sûr de- qu'on la présente. Attends. Haha, une femme si importante, ça doit valoir quoi? Au moins 1/8 du spectacle, non? Je mets une cocarde, je sais plus qui c'est qui avait le droit de la porter. Oui, Julien, tu mets une cocarde, la petite, la grosse, la moyenne, fais-toi plaisir. Allez, c'est parti. Olympe de Gouges, née Marie Gouze à Montauban, une des premières dramaturges à écrire des rôles de personnages noirs. Oui, messieurs, dames. Elle arrive devant les acteurs de la comédie française et leur donne quoi à jouer? Des esclaves, parfaitement, messieurs, dames. Et avec ça, une authentique polygraphe. Elle a touché à peu près à tous les sujets de son temps. Le mariage religieux, l'opportunité du divorce, la possibilité d'un impôt sur la fortune, la nécessité de créer des refuges pour enfants, l'hygiène dans les maternités, l'abolition de l'esclavage, l'abolition de la peine de mort, et il m'en manque encore, le fédéralisme, tenez.
La raison pour laquelle Madame de Gouges s'est fait couper la tête, elle a suggéré le peuple de choisir entre la République une et indivisible et le fédéralisme. Elle s'en est prise ouvertement à Robespierre, en bonne girondine qui ne voulait pas voir tomber la tête du roi. Oh, quelle héroïne, nous voyons qu'elle. Oublions les penseuses de la Renaissance et du Moyen-Âge, oublions Aliénor d'Aquitaine, Marguerite de Navarre, Christine de Pisan. Hop, trajet direct vers le discours révolutionnaire modéré. Ouvrons bien grand les portes du Panthéon à Madame Olympe de Frédéric! Oh! Est-ce qu'il brunait? Est-ce qu'il pleuvait? Olympe de Gouges a été exécutée en novembre. Est-ce que les marches de l'échafaud glissaient? Est-ce qu'elle a eu plus froid que froid quand on a déchiré le haut de sa robe pour libérer la nuque? Est-ce qu'elle a eu besoin d'aide pour courber la tête? À quel instant est-elle redevenue un animal? Le théâtre. On fait comment pour exprimer avec exactitude ce que c'est qu'être réveillé un matin, être transporté en charrette à travers la ville et devoir monter des marches en bois jusqu'à cette lame verticale suspendue à 2 mètres de hauteur? On fait comment au théâtre pour rendre sa force à une existence comme celle-là? Il y a des phrases d'Olympe de Gouges qui restent en moi. Si les Françaises un jour sont désignées à la postérité, peut-être ma mémoire leur sera-t-elle chère. Elle va monter sur l'échafaud et c'est à nous qu'elle pense. Je suis sur mon canapé avec ma tasse de café, je lis ce texte de 1793 et paf, une phrase comme ça, elle traverse les siècles. Et elle vient me trouver. Elle vient me trouver en 2024 à l'autre bout de l'histoire. Et je me sens conne. Et je ne pense plus du tout au théâtre. J'ai juste envie de lui dire, évidemment, Olympe, ta mémoire m'est chère. Ce que tu as écrit avant d'aller te faire sectionner la moelle épinière, il y a des filles et des femmes qui le lisent. Promis. Qu'elle se soit posé la question, qu'elle en ait douté, ça m'effrite. Je donne mon âme aux femmes, elle écrit. Dans son testament, je donne mon âme aux femmes, je ne leur fais pas un don indifférent. Moi, je lis ça, je regarde le fond de ma tasse. J'ai l'impression que je viens de nouer un pacte. J'ai envie de faire un aller-retour de 200 ou 300 ans et de la prendre dans mes bras. Un gros câlin. Sur la charrette, pour lui donner du courage, pour lui dire que non, on ne l'oubliera pas, que oui, un jour on les a eus, ces droits pour lesquels elle s'est battue. Mais comment je fais en tant que comédienne pour transmettre ça au public? On fait comment? Nous qui pouvons à peu près tout dire, nous qui ne risquons rien de grand ni de tragique, on fait comment? Merde, Evie, tout le monde connaît Olympe de Gouges. Qui connaît les autres? On soit bien d'accord, hein. Tu lui fais un procès de notoriété. Ne serait-ce que Théroigne. Qui connaît Théroigne de Tu Béricourt? fais un procès de notoriété à une femme qui est morte pour ses idées politiques, qui a été invisibilisée jusque dans les années 80. Un an après la fameuse déclaration de ton Olympe, là, Théroigne a tenu un magnifique discours Mais politique. je ne dis pas le contraire, Freda. Mais Théroigne, elle appelle les femmes aux armes davantage qu'aux urnes. Non, aux armes pour les urnes. Mais sans les travaux des historiennes. On en serait encore à prendre Olympe de Gouges pour une courtisane. Le nombre de femmes qui ont existé en même temps qu'elle, on les a laissées disparaître. Ouais, et tu voudrais la faire disparaître aussi? 2 siècles de relégation au fond de la mémoire des hommes. Maintenant qu'elle existe pleinement, quoi? Elle existerait trop? Et Madame de Poisy. Mais Freda, on n'est même pas sûr que cette dame ait existé. Bah oui, c'est bien ce que je dis. Non, mais ton texte de 1785, bah, d'accord, c'est le premier à soulever la question des droits politiques. Oui, on adorerait qu'il soit écrit par une femme, mais évidemment, mais on n'en est pas sûr. Et les cahiers de doléances alors, Madame B? Mais tu en as une de féministe là, une monumentale. Ouais, et ben moi, les monuments, c'est voilà. Si l'on m'avait dit que je viendrais au-devant de vous pour de pareilles affaires, des femmes, citoyens, qui viennent de troubler l'ordre public jusqu'à l'émeute,
Les coupables n'étaient au départ qu'une poignée issue d'une de ces sociétés populaires, comme on en voit bourgeonner chaque mois. Cette poignée de femmes a, figurez-vous, tenté d'en convaincre d'autres, de porter le pantalon et le bonnet rouge. Heureusement, les commerçantes de la halle sont d'une espèce raisonnable. Elles ont pris les choses en main pour calmer leurs semblables. Je vous laisse imaginer la chose. 6 000 citoyens, il a fallu disperser 6 000 femmes. Je propose donc à ce comité d'examiner dans le même mouvement 2 questions. Les femmes peuvent-elles continuer à se réunir dans des sociétés non mixtes où s'échafaudent des idées contraires au bon sens? Et plus largement, les femmes peuvent-elles participer à la chose publique et aux décisions du gouvernement? Citoyen Amar, il va falloir nous expliquer comment ceci t'amène à conclure cela. Si l'on révisait les lois à chaque fois qu'une rixe éclate entre hommes dans nos rues, ni toi ni moi n'aurions droit de parole en ces lieux. C'est une honte, hein? Je ne peux ici m'empêcher de penser aux écrits d'un ami. Il y a 7 ans déjà, le citoyen Condorcet... Un homme en fuite qui a voté contre la mort du despote Louis Capet et qui refuse de venir se défendre devant notre tribunal. Et je suis comme vous capable de juger ses torts tout en reconnaissant combien il a su faire avancer la cause du genre humain. C'est par la sensibilité, écrivait-il en substance, par la sensibilité, la raison et le sens moral que j'exerce mes droits. Or, aucune femme ne manque de ces qualités. Comment se fait-il, dans les États libres qui ont existé et dans cet État que notre Constitution protège, comment se fait-il qu'aucun article de loi n'ait jamais accordé ces mêmes droits aux femmes? Je vais vous dire, moi, ce qu'il faut de qualité pour gouverner. La sensibilité, je suis tout à fait certain que les femmes n'en manquent pas. Mais gouverner, c'est établir des lois en se fondant sur des connaissances. C'est choisir, trancher, avec pour appui la profondeur de la science. Or, nous touchons, à travers ces questionnements, à la nature même de l'homme, qui n'est pas, nous le savons, identique à la nature de la femme. Il est dans la nature de l'homme de mener des travaux de force, et sur le plan de l'intellect, des travaux qui requièrent de l'énergie et de la profondeur. Voilà pourquoi l'étude lui revient, tandis qu'à la femme Dans revient... toutes les cultures, à travers tous les siècles, vous trouverez exemples de femmes philosophes, de veuves tenant la charrue, sinon le glaive. Le citoyen Charlier souhaiterait peut-être que nous légiférions sur des exemples, que nous cessions de nous préoccuper du cas général. En ces temps troublés, les regroupements de femmes mettent en péril la sûreté publique, sinon la pureté révolutionnaire que nous souhaitons rétablir. Je soumets donc à ce comité la proposition suivante: interdire les rassemblements, clubs et autres cercles lorsqu'ils ne sont pas mixtes. Pour les femmes. Sois précis, citoyen Amar. Tu souhaites interdire la non-mixité aux femmes et aux femmes seules. Cela tombe sous le sens. Eh bien, je ne vois pas au nom de quoi, citoyen, nous les priverions de discuter entre elles. À moins de leur nier leur qualité d'humaine. Député Charlier, au nom des femmes, je te remercie pour ton intervention. Elle fait vraiment ton honneur. Mais fait-elle le nôtre? Nous sommes capables d'être nos propres avocates. Virago. Citoyen Amar, tu souhaites préserver les femmes d'un appétit pour la chose publique, mais ne t'ont pas attendu pour se mettre à table. Depuis des années, elles se rassemblent entre elles ou avec vous, et trouvent en la politique mais une saveur mais tout à fait digne de leur palais. C'est trop confondre la politique avec les querelles de chiffon. Je vois, citoyen, que tu n'es pas à un paradoxe près. Parce que si votre assemblée d'hommes peut nous exécuter en tant que prisonnières politiques, c'est bien que notre expression politique existe et vous importune. Au nom des femmes de Gouges, vraiment? Tu m'excuseras, citoyenne des Baudoirs, mais tu ne me représentes pas. Tu as fait ton temps, un temps où l'on pardonnait aux despotes. J'ai eu, moi aussi, le droit de m'exprimer face à vous, à la tribune. Pour appeler à la violence. À la révolution.
Voilà ce que vous autres Girondins n'avez jamais compris. Venez chez moi, vous y trouverez 20 piques. Et chacune de ces piques vaut bien une plume de bourgeoise. Êtes-vous toutes deux bien reposées de ce long culte fanatique mené au corps de Marat? Même mort. Une fessée publique pour Madame de Gouges, voilà ce qui a manqué. Mais du temps de ma liberté, j'ai dit ce que j'avais à dire sur cet homme. Pourquoi penserais-je différemment assise sur le banc des condamnés? Qu'on la fasse taire. Non mais ne t'inquiète pas, citoyenne. Notre silence à toutes est à l'ordre du jour. Voyez, un bel exemple dont on parviendra aisément à faire un cas général de l'exaltation des femmes dès qu'elles touchent à la chose publique. Citoyen Amar, pourquoi t'en prends-tu aux femmes dans leur ensemble alors que tu en veux particulièrement à la société que nous avons fondée, Claire et moi, et que nous avons préféré interdire aux hommes? Messieurs, pourquoi ne pas admettre qu'il vous peine de ne plus nous voir en état de domestication? Je ne suis pas brebis. Je suis bergère auprès du berger, et tant que les loups rôderont, je réclame mon droit au fusil. Amazon. Amazon, messieurs, oui. Et pour la République. Vous boudiez pas nos piques du temps où elles promenaient du baron et du marquis. Vous étiez moins tièdes de nous voir exister quand nous nous en prenions aux Girondins. Tes amis, Olympe. Citoyenne. Monter dignement à l'échafaud sera ta seule action notable dans un océan de mots. Vous vous trompez d'ennemi. Punaise. Pause de 5 minutes. Allô? C'était pas mal, non? Ouais, t'as quelque chose à faire avec les gens dans la salle, ou le public, enfin je sais pas, un truc. Bah, pour une assemblée nationale, c'est pas un peu... comment tu dis déjà tarte à la crème? Ah non, Julia. Tu reviens pas là-dessus. Ce qui se passe à la Révolution reste à la Révolution. Exactement. Tu vois, ces kilos de misogynie, moi, ça me fait penser à une autre liste. Ah, une liste. Des raisons. Toutes les raisons qui empêchaient l'accès des femmes. On pourrait l'accrocher puis barrer au fur et à mesure. Jonathan, Ou alors ça se barrerait automatiquement. Jo, on n'affichera pas de liste. Ça prendrait trop de place, tu crois? C'est ringard, Jo. Bon, quelqu'un veut un café? Non. J'y vais pas un peu fort avec la mère Lacombe? Non. Les montagnardes, c'était pas détendre, hein. Tu fais bien. Mais la mère de Gouges aussi, c'était quelque chose, hein. De la puissance, de la poigne. Tu trouves que j'y vais pas assez? Ah non, je me permettrai jamais. Quand tu parles du décret, là, notre silence à toutes est à l'ordre du jour. Punaise. Merci. C'est fort, hein? Notre silence à toutes est à l'ordre du jour. Bah ouais, c'est un alexandrin, ça aide. Bah, faudrait presque, je sais pas, un suspens sur toutes. Oh, mais 3 fois rien, hein. Notre silence à toutes est à l'ordre du jour. Ou sur silence, peut-être. Attends. Notre silence à toutes est à l'ordre du jour. Non. Le suspens sur toutes, c'est beaucoup mieux. Notre silence à toutes est à l'ordre du jour. Oui. Voilà. Un peu plus de poids sur le mot, je crois. Bah, pour dire les mots qui comptent, bah, qu'est-ce que... Julien, faudrait que tu me dises. Tu trouves que j'ai des idées ringardes? Un peu, oui. La cocarde, je la garde pour Bonaparte, tu crois? Je sais plus ce qu'il porte quand il devient empereur. Frère ne me lâche pas les masques avec ses costumes, là, puis bah, quand j'ai besoin de savoir ce que je suis censé porter, il n'y a plus personne. Bon, terminer le picorne, hein? Juste une sorte de termine. Oh, punaise. Il faut tout faire ici. Et hop. Donc, 1804, je deviens empereur. Et le code, évidemment, le code, c'est moi. Je l'ai fait, pas tout seul, mais j'en suis fier. Mon petit copulet, le voilà. Oh, une clémentine corse. C'est un vrai beau temps, machin. Oh punaise, elles ont mis des post-it partout. Bon, voyons. Le mari doit protection à sa femme et la femme obéissance à son mari. C'est tout, moi, ça.
Ah, il est pas mal celui-là. Le mari pourra demander le divorce pour cause d'adultère de sa femme. Mais le meilleur, c'est le suivant. La femme pourra demander le divorce pour cause d'adultère du mari lorsque celui-ci aura tenu sa concubine dans la maison commune. Voilà, terminez les coquineries, messieurs. Avec les servantes. Allez, un petit dernier. Oh, la femme ne peut donner, aliéner, hypothéquer, acquérir à titre onéreux ou gratuit sans le concours du mari dans l'acte ou son consentement par écrit. Bref, elle ne peut rien faire. Mineur à perpétuité. Le père d'abord, le mari ensuite. Efficace, hein? Demain, je la pose chez mes parents. Mais t'embête pas, Jules. On a dit qu'on l'a sauté cette période. Hein. J'avais pas laissé une clémentine, là? Ouais, évidemment que ce sont des effets de mode que l'avant-garde d'aujourd'hui, bah, c'est le ringard de demain. Ah, Julien, je voulais te dire. Oui. C'était Virginia Woolf. La femme dont tu voulais prononcer les mots tout à l'heure, bien fort, bien devant, là, au micro. Bah, t'as oublié de préciser que c'était Virginia Woolf. J'oublierai plus. Freda, on est d'accord que pour les années 1830, tu m'encombres pas d'un costume? Ça a l'air d'être la bonne taille. Ma deuxième période préférée. Vous êtes prêtes? Oui! La ferveur, les Saint-Simoniennes, c'est la ferveur, la joie militante. Oui! Je sais mon texte! Oui! Les Saint-Simoniennes! Les Saint-Simoniennes! Les Saint-Simoniennes! Les Saint-Simoniennes! Oui! Quelle période, mes amis! Quelle période! Nous vivons des temps de rupture, de morcellement. Voyez ce qu'est devenu la France. Je vous demande de faire place à celui dont les pensées guérissent, dont les promesses éclairent. Cet homme a eu l'honneur de connaître feu le comte de Saint-Simon. Cet homme figure parmi les rares esprits dignes de représenter aujourd'hui sa doctrine. Bienvenue à notre père. Chère famille, j'ai reçu pour mission d'accomplir conjointement le destin du prolétaire et de la femme. Monsieur Enfantin, j'ai 26 ans, je suis ouvrière, travaux d'aiguille. Direz-vous bien fort que nous entrons dans les temps industriels où les privilèges de naissance doivent céder face à l'élite nouvelle, celle du travail et de l'industrie. Je le dirai. Je veux croire en cette utopie sociale que vous seul proposez et qui seul peut nous relier. Monsieur Enfantin, j'ai 22 ans, je suis lingère. Et vous venez de m'ouvrir un monde. Direz-vous bien fort que la femme nouvelle est en train d'advenir. Je le dirai. Direz-vous bien fort que le mariage n'a aucune utilité et que rien ne vaut l'amour libre. Je ne le dirai pas. Mais je le pense. J'embrasse tout entière votre doctrine et je la propagerai par ma parole auprès des miens. J'y crois aussi. J'ai 35 ans et j'ai l'honneur de figurer parmi les 4 femmes membres de ton collège. Je prends part à l'enseignement des ouvriers de 2 arrondissements parisiens. J'y fonde une maison des associations.
Je crois en toi, Père suprême. Je ne pensais pas de mon vivant voir fleurir des idées si neuves que nous brassons en toute mixité dans ta maison de la rue Monsigny, transformée en quartier général. Des idées si neuves que les mauvais esprits crient déjà au fond. La rue est bloquée. La garde nationale bloque la rue Monsigny. Merde! Impossible d'accéder au quartier général. Et toute la presse en parle. Les poursuites judiciaires contre Enfantin sont annoncées. Les conservateurs s'en régalent. Outrage aux bonnes mœurs. Escroquerie, punaise. Mais ils veulent la peau du saint-simonisme. Laissons-le répondre. Nous aussi, nous avons un journal. Chère famille, j'ai eu chaud aux fesses. Et comme on vient de me coller aux assises, je prends le temps ici de montrer aux autorités une moralité irréprochable en virant toutes les femmes de mon collège. Ce n'est pas le retournement de veste que l'on croit. Je l'ai dit, et je le répète, ce nouveau christianisme dont je me suis fait le prophète vise l'émancipation des femmes. La femme libre adviendra. Un jour. D'ici là, chère famille, nous nous en tiendrons à la bien commode théorie des sphères. Les hommes sont égaux entre eux. Les femmes sont égales entre elles. Et je leur demande aujourd'hui par voie de presse de prendre leurs clics et leurs claques et de ne plus se mélanger à mes disciples masculins jusqu'à ce qu'advienne le glorieux temps de l'égalité femmes-hommes. Qu'est-ce qu'on fait? On se lève et on... Crée un journal. Ce siècle nous offre le plus formidable des moyens d'action. Créons des journaux par des femmes et pour des femmes. Aujourd'hui, tout le monde a quelque chose à demander. Alors pourquoi nous autres femmes, nous nous contenterions de ce que nous avons? Il est temps de mettre un terme à l'asservissement volontaire. Alors nous choisirons pour époux des hommes de partage. Et s'il n'en existe aucun, alors ce sera le célibat. Femmes du peuple, femmes de la haute, partons ensemble à la conquête de notre intelligence collective. 34 numéros arrachés au silence. Marie-Reine Gardoff, Suzanne Voilquin, Claire démarre avant son suicide. J'y contribue aussi. J'écris dans La Femme libre quand j'ai le temps. Moi, je repars pour Lyon. J'ouvre une école pour les enfants pauvres. Lyon, c'est la merveilleuse ville de mon enfance. Elle déborde d'ateliers, de fabriques où travaillent des ouvrières du textile. Je m'y installe et j'y fonde un journal de province. Il n'y a pas de raison pour que le 4e pouvoir à peine inventé reste entre les mains des hommes. C'est aussi la grande époque du 27 rue Lafitte. Nous nous y croisons toutes, à mi-chemin entre le salon politique et la salle de rédaction. Dans la Gazette des femmes, qui a son siège à cette adresse, il se publie des articles d'un genre nouveau. Une nouvelle arme politique, les pétitions. Transmises par voie de presse à la Chambre des députés. La France remue. Ça bouge. Louis-Philippe vient d'abdiquer. On parle d'en finir avec le suffrage censitaire. Tout le monde pourra voter, pas seulement les plus riches. Les droits civiques, enfin. La loi électorale provisoire que nous avons faite est la plus large qui, chez aucun peuple de la terre, ait jamais convoqué le peuple à l'exercice du suprême droit de l'homme, sa propre souveraineté. L'élection appartient à tous, sans exception. À dater de cette loi, il n'y a plus de prolétaires en France. L'exception faite de 19 millions de femmes. Notre parole politique a désormais moins de poids que le moins instruit des Français. On fait quoi? On se lève et on... Crée un journal. Encore? Ils viennent de lever l'interdiction de former des clubs. Donc, je propose 2 choses. Un nouveau journal, avec toi, Désirée, vice-présidente, et toi, Jeanne, secrétaire générale. Et derrière le journal, une société qui se réunit de façon hebdomadaire. Une société mixte? Les hommes pourront devenir membres seulement s'ils ont été cooptés par une sociétaire. Et on l'appellerait comment, ce nouveau journal? La voix des femmes. Au sujet des ateliers nationaux, nous avons reçu une lettre d'une certaine Julia Emal, ouvrière, un vrai programme politique. Ouais, parfait, on publie. Et on fait quoi pour le citoyen Cabet? 2 articles, un soutien officiel de la voix des femmes, c'est le minimum.
Et la délégation pour le bonhomme d'hier, elle est revenue à la charge? On existe depuis 1 mois à peine. Ils veulent déjà tous qu'on soutienne leur candidature. Ouais. En parlant de soutien électoral, j'ai une idée à vous soumettre. Qu'est-ce que c'est que ce bordel? Mon nom dans le torchon des Saint-Simoniennes. Et pour traiter l'actualité des élections législatives sous un autre angle, nous recevons ce soir 2 personnalités que tout relie et tout sépare, que tout unit et tout oppose, que tout rassemble. Merci, Jonathan. Merci. À notre gauche, une femme de lettres dont plus personne, ou presque, ne remet le talent en cause. Enfin, je dis une femme de lettres, mais peut-être aimeriez-vous un autre titre? Vous qui menez tous vos écrits au masculin. J'ai nommé Aurore Dudevant, mieux connue. Dupin. Aurore Dudevant, née Dupin. Le baron Dudevant n'est plus mon mari depuis plus de 10 ans. Nos spectateurs se rappelleront sans doute ce véritable scandale. Ce long procès que vous avez intenté et cette épopée judiciaire qui vous mena tous deux à la séparation de corps. Je voulais le divorce, mais il n'existe plus. Il semble qu'il faille, dans ce pays, prendre une balle dans le poumon gauche pour obtenir gain de cause. Jonathan? Elle parle de quelqu'un, mais je ne sais pas de qui. Non, je sais pas non plus. Je pense que je devrais, mais je sais pas. C'est très gênant, on enchaîne. Alors, Aurore Dudevant, que vous connaissez mieux sous le pseudonyme malicieux de Georges Sand. À notre droite, une personnalité sans doute moins connue, des Français, originaire de province, De Lyon. Originaire de Lyon, oui, rédactrice en chef, fondatrice d'un certain club dont vous avez probablement entendu parler, le club Non, des la femmes. société, la voix des femmes. J'ai nommé Eugénie Niboyer. Mesdames, le droit au divorce vient d'être évoqué. Vous que de tels combats rassemblent, comment expliquez-vous ces petites bisbilles que nos spectateurs ont pu lire dans la presse récemment? Bien, j'ai simplement souhaité Madame inviter... Sand, confirmez-vous n'avoir jamais prétendu vous déclarer candidate aux élections législatives? Jamais. Il ne me viendrait jamais à l'esprit de tenter une démarche aussi ridicule. Ridicule. Parfaitement. Prétendre que les femmes auraient aujourd'hui leur place sur les bancs de l'Assemblée, prêtes à rire. Savez-vous que pour porter ces vêtements, je dois garder en poche une autorisation signée par le préfet de police, un permis de travestissement. Nous sommes très par loin pitié, madame, tout Paris connaît l'histoire de vos pantalons, votre cravate et vos cigares. Si encore vous la saviez correctement. Pour aller au théâtre, la plus élégante des tenues d'homme est moins chère à faire tailler que la plus modeste des robes. La voilà, l'histoire de mes pantalons, tristement économique. Et quelle histoire me proposerez-vous pour justifier le fait d'écrire au masculin? Le désir sans doute de ne jamais être assimilé à une littérature de femmes. Vous dites cela si tranquillement à l'une de vos semblables qui signe et accorde au féminin tous ses écrits. J'ajoute même que je le dis en pleine connaissance de cause. Car ces écrits, j'en connais la teneur. Mais vous m'insultez, madame! Moi qui ai porté votre talent et mon admiration à la une de mon propre journal. Vous avez récupéré mon nom et m'avez associé sans consultation à vos démarches, vos principes de club et votre doctrine que je considère comme sectaire. Cet esprit de secte contre lequel je n'argumenterai plus, vous l'opposez à l'éducation. Mais dites-moi, madame Sand, combien d'écoles avez-vous ouvertes? Dans votre circulation entre Paris et Nohant, à combien d'enfants qui n'étaient pas les vôtres avez-vous appris à compter? À combien d'ouvrières avez-vous enseigné l'orthographe pour qu'elles puissent enfin nous rejoindre dans la bataille des écrits? Madame Sand, est-il vrai que votre candidature est si plébiscitée qu'elle figure déjà à ce jour sur 40 listes? C'est malheureusement vrai et je viens d'écrire une lettre. Pourquoi ne pas vouloir être le symbole que tant de gens souhaitent manifestement se donner? Mais je refuse de devenir le symbole d'une erreur politique. Demander l'égalité des droits civils, c'est une erreur En l'état actuel de la société, oui. Avoir. Je ne suis évidemment pas contre leur obtention. Je dis qu'il est trop tôt pour les demander et que je refuse d'être le symbole d'une telle demande. Madame Sand, vous n'êtes pas contre, dites-vous, l'accès des femmes à la citoyenneté. Les croyez-vous capables d'un regard sur la chose publique? Dans une vision absolue qui ne prendrait pas l'époque en compte, je crois oui que la femme peut tout. Je ne lui retranche rien de ses talents, mais je la crois cependant différente, ni inférieure ni supérieure.
différente. Et je ne voudrais pas la voir s'absorber, ni se perdre dans les domaines aujourd'hui réservés aux hommes. Plutôt la voir agrandir le sien propre. Le foyer, donc. Ah, la femme est grande dans son foyer et davantage de pouvoir doit lui être donné en ce domaine, à commencer par l'éducation de ses enfants, que nos lois actuelles confient à l'autorité du père. La minutie des femmes doit également être valorisée dans des fonctions délicates, telles que la comptabilité, les soins infirmiers. En somme, vous refusez aux femmes ce que vous-même, en tant que femme, avez choisi de vous attribuer. Le champ intellectuel, littéraire, politique, quoi que vous en disiez. Ce qui est bon pour George Sand ne l'est pas pour ses semblables. Brève interruption, mesdames et messieurs, pour une information qui intéressera sans doute nos invités. Un député fourriériste vient de s'exprimer devant la commission de constitution. L'Assemblée a refusé de consigner sa proposition de loi dans les procès-verbaux. Nous avons choisi de vous faire part ici de sa protestation. Dans une constitution où l'on admet le droit de vote aux mendiants et aux domestiques, il est injuste de ne pas l'admettre pour les femmes. Une courageuse tentative qui n'a pas obtenu la moindre main levée. Excepté la sienne. Madame Sand. Assemblée où siège pourtant, rappelons-le, Monsieur Victor Hugo. Tout à fait. Madame Sand. Du côté des conservateurs. Ceci explique sans doute cela. Merci Evelyne. Madame Sand, qu'est-ce qui s'oppose selon vous à ce que les femmes abordent le domaine politique? Le manque d'instruction, pour commencer. De nombreux garçons ne suivent que quelques années d'école, ça ne vous empêche pas d'appeler chaque semaine les ouvriers et paysans, dont bon nombre sont encore illettrés, à aller voter. Alors, votre amour pour la République leur fait ce cadeau. Pourquoi le refuser aux femmes? Parce qu'un fossé d'une autre nature demeure entre les hommes et les femmes. Ce fossé, c'est l'inégalité civile. Et j'entends ne pas parler de droit politique tant que ce premier abîme ne sera pas comblé. Et dans ce cas, nous raisonnons à l'envers l'une de l'autre. Mais à vous écouter, elles diraient esclaves, siégeant entre leurs maîtres, proposer et écrire des lois quand ces mêmes lois les empêchent d'accéder à l'instruction, à l'égalité conjugale et à l'indépendance financière. Je prends le problème dans l'autre sens et considère la représentation politique comme la clé de tous les changements. Enfin, si demain les femmes votaient, ne voteraient-elles pas en faveur des candidats prêts à se battre pour leurs droits civils? Je ne le crois pas. Si des femmes siégeaient, n'écriraient-elles pas les lois de leur émancipation? Je ne le crois pas les femmes de cette époque-ci, tout simplement parce qu'elles n'auraient pas l'indépendance intellectuelle que seule permet l'égalité civile. Et pire, j'estime que ces exigences intenables et moquées par l'opinion publique ne font que reculer l'obtention des droits fondamentaux. En somme, vous nous trouvez coupables. Mais à force de vous entêter à exiger la fin, vous nous faites courir le risque de ne jamais obtenir ne serait-ce que le début. Oh, je me présente, moi, je me porte candidate. Chers spectateurs, un léger imprévu. Veuillez accueillir notre invitée surprise, Jeanne de Rouen, ouvrière, devenue institutrice. Et rédactrice en chef. Et rédactrice en chef. Jeanne de Rouen, vous êtes actuellement, ça paraît fou à dire, en pleine campagne électorale. Alors, Madame de Rouen, aucune candidature de femme n'a finalement eu lieu pour les élections de l'an passé, même une figure telle que Madame Sand a décliné cette proposition. Qu'est-ce qui a changé selon vous aujourd'hui pour que vous vous portiez vous-même candidate? Rien. Rien n'a changé. Je me porte candidate pour que nous sortions de ce joli cercle vicieux auquel la patience de Madame Sand et de tous ces démocrates tièdes nous oblige. Aucune nouveauté ne naîtra sur ces questions d'un monde politique d'hommes. Pardon. D'un monde politique d'hommes sans cesse reconduits et qui les a toujours eu qui a toujours refusé de les résoudre. Julien? Attendre l'égalité, les droits civils, c'est inexorable, j'y arrive pas. Tu veux voir le texte? Rien n'a changé, pour candidate, vicieux, un monde politique d'hommes. C'est pas à moi de le dire, c'est pas à moi de dire ça. Il se passe quoi là? Jeanne de Rouen,
Ce serait peut-être mieux que l'une d'entre vous la joue, non? Non, mais non, on peut pas jouer. Mais non, deux commentateurs masculins, c'est pas possible. Georges Sand, interprété par un homme, c'est pas possible non plus, ça raconte Il y a un quelque truc que je chose. comprends pas là. Et puis Eugénie Boyer, c'est l'argumentaire féministe, alors... Est-ce que je m'arrête en pleine tirade, moi, quand je joue le député le plus miso de l'histoire de France? Ouais, bah Charlotte, excuse-moi. Là, moi, je me sens trop. J'ai l'impression que j'existe par-dessus les mots. J'ai l'impression que Jeanne de Rouen, elle me montre. Bah, y a moi, là, le comédien, qui tente de jouer son rôle. Et à côté, il y a le personnage, avec une sorte de pancarte, avec un gros warning, qui pulse. Il y aura des gens dans la salle. Et parmi ces gens, il y aura des femmes. Et elles verront quoi? Elles verront certaines des grandes militantes qui ont été effacées de la mémoire par les hommes, représentées sur scène par des hommes. T'as raison, Juju. C'est vrai, non, il n'a pas tort. C'est compliqué, hein. Par des comédiens, Julien. Pas par des hommes, par des comédiens. Nous faisons du théâtre. Enfin, pour l'instant, nous ne faisons rien du tout parce que vous confondez la représentation politique et la représentation théâtrale. Ça va, Charlotte. Tu vas pas nous dire que la question de la légitimité te traverse jamais? Non, Jonathan. Je ne me considère jamais au centre de la chose. Donc, la question de la légitimité ne me traverse pas. Ou plutôt aussi, tiens, elle me traverse. Parce que je ne me regarde pas quand je joue. Mais pas qu'une question de... Moi aussi, je croyais que je pouvais tout jouer et que le théâtre m'offrait une possibilité de disparition. Moi, je voulais disparaître, mais sauf que ta personne et ma personne, là, ce sont des équations historiques, qu'on le veuille ou non. Et si la question de la légitimité ne te traverse pas, bah, c'est tout simplement parce que tu es légitime. Tu es à l'endroit exact du groupe dont tu retraces l'histoire. Le groupe minorisé. Imagine, Charlotte, imagine si on s'intéressait, je sais pas moi, au droit de vote des Algériens, du temps des colonies. Droit qu'elles n'ont obtenu qu'après vous. Déjà, c'est qui ce vous? Je suis née en 1982, l'Algérie était algérienne. Je ne suis pas une blanche bourgeoise des années 50. À quel moment je devrais me sentir l'héritière de toutes les connes occidentales qui m'ont précédée? Imagine un tel spectacle. Et que là, dans la salle, il y ait des Algériens et des Algériennes. Et toi, tu te tiendrais là, au milieu du plateau, tranquille, à porter leur voix, à leur place. Bon, allez, donnez-moi ce texte. Si l'équipe d'un tel spectacle me recrutait, je me mettrais au service de leur récit. On avance un minimum, merde. Je ne planterais pas une répétition en plein milieu d'un monologue pour un mea culpa de femme blanche post-coloniale. Je ne reproduirais pas sans cesse l'histoire en mettant mon cas de conscience en travers de la chose qui est en cours. Parce que là, on s'occupait de l'histoire du droit des femmes. Et ce sont encore 5 minutes consacrées à votre place d'homme dans le monde, ou votre place dans le théâtre, on se mélange à force, avec des pancartes et des warnings qui pulsent, ou je ne sais quoi. Est-ce que ce ne serait pas encore 5 minutes de trop? Jo, donne-moi le... C'est bon, Freda, je vais le dire, le texte. Seulement, vous me prévenez si ça sonne fou. Je sais pas si tout d'un coup vous me trouvez complètement dissonante. Le public est intelligent, Julien. On doit lui laisser son intelligence. Ils sauront différencier une conférence politique et une représentation théâtrale. Elles sauront. D'accord. Faire confiance au public. Je me porte candidate pour que nous sortions de ce joli cercle vicieux auquel la patience de Madame Sand et de tous ces démocrates tièdes nous oblige. Aucune nouveauté ne naîtra sur ces questions d'un monde politique d'hommes sans cesse reconduit et qui les a toujours eu à sa portée et qui a toujours refusé de les résoudre. Attendre l'égalité des droits civils, c'est ne les obtenir jamais. On vous a confié le pouvoir et vous n'avez fait que de la merde. J'estime désormais qu'il est de mon devoir
de ne plus laisser le monde aux mains des hommes. Pour le dire plus clairement, je considère comme un devoir d'obtenir mes droits. Oui, donc là, normalement, j'ouvre une petite parenthèse sur le haut. Je donne quelques informations parce que personne ne le connaît. Proche de Georges Sand, socialiste, franc-maçon, député. Je suis un député à la tribune. Messieurs, messieurs, je tente de faire passer un amendement progressiste et je me fais chahuter. Je déclame mon discours qu'aucun élève de France n'étudiera jamais. Si les Français, gna gna, alors les Françaises, gna gna. Murmure de désapprobation, ricanement. Non, attendez. Hilarité. Bref, je suis seul au monde. Je tente peut-être d'attirer l'attention de M. Victor Hugo. Il siège à gauche désormais. Oui? Non? Victor regarde ailleurs. Pourtant, il vient de nous gratifier d'un magnifique morceau sur le suffrage universel. Masculin, s'entend. Nous sommes à l'Assemblée nationale. Je suis Pierre Leroux. Je tente quelque chose dont personne ne se souviendra. Je réclame l'égalité des droits politiques à un mur de silence et de ricanement. Et en quelques minutes, c'est plié. Amendement refusé. Un mois plus tard, coup d'État. Louis-Napoléon Bonaparte, le neveu, prend le pouvoir. Je souhaite candidater au baccalauréat. J'ai 37 ans. Ben oui, je sais bien, mais voyez-vous, il n'existe pas le texte de loi qui m'interdirait de me porter candidate. Mais oui, mon frère est prêtre et il m'a appris le grec et le latin. J'ai étudié la zoologie au Muséum d'histoire naturelle où le professeur Saint-Hilaire m'a autorisé. Section mammifères et oiseaux. Composé dans un local spécial? Ah ouais, faudrait pas que les autres candidats s'inquiètent en me voyant. Je comprends. Première française titulaire du baccalauréat. J'ai eu 6 boules rouges, 6, 3 boules blanches, une noire seulement. Monsieur le ministre, j'espère que vous ne tarderez pas trop à saigner au bas de mon diplôme. Monsieur le ministre.
le ministre, ça fait des mois que je l'attends, mon diplôme. Mais monsieur Roland, non, c'est pas très correct. Je vais vous envoyer la presse. Non, hé, Gustave! Non, mais t'as bouffé ta plume ou quoi? Ça t'arracherait le pouce de me signer ce papier qui dit que l'Université de France reconnaît la science d'une femme? Eh ben, puisque tu lambines, mais tu sais quoi? Je vais en profiter pour aller à la Sorbonne. Ah! Regarde-moi bien, Gustave. Je vais aller passer une licence de lettres. Ah! Ok, bien. Je suis pas sûre qu'on garde toi. Ouais, qui veut ma barbe? Merci, Gustave. Non, mais cette perruque là, tu... Vas-y, mets-la comme ça pour voir. Oh, pour Daladier, ce serait parfait. Non, mais Daladier, il avait pas de barbe, il avait une moustache. Ah, bah, j'ai ça, une moustache. Je ne sais plus trop. Nous sommes devenus des pitres. Nous n'acceptons plus rien de solennel. La moindre gravité est jugée prétentieuse. Tout ce qui possède un peu de poids, considéré trop lourd. Tout ce qui a un semblant de longueur, trop long. La profondeur devient un trou dans lequel il faudrait craindre de tomber. La fin du XIXe siècle approche. C'est bientôt le tour d'Hubertine au clair. Et je ne sais plus trop. J'aurais voulu, en portant ces idées sur scène, j'aurais voulu voir s'allumer des bougies dans le regard des gens. J'aurais voulu voir phosphorer la mémoire vive, comme si je récitais la fable du corbeau et du renard. Mes paroles leur auraient paru familières parce que, un jour d'adolescence, ils les auraient lues ou apprises. Mais aucune bougie ne s'allumera quand je jouerai. Aucune. Personne ne connaît les écrits et discours d'Hubertine Auclair. Et je ne suis plus très sûre que nous aidions à chasser l'obscurité. Je ne veux plus de blagues, de dérision. Je ne veux plus nourrir notre distance, notre bouffonnerie. Je veux pour cette dame des lumières de théâtre, du velours rouge. Je veux l'emphase et des phrases de 5 lignes. Je veux le marbre dont on érige les statues des hommes. Je veux le Panthéon, une avenue triomphale. Je ne veux plus d'impasse ni de ruelles, plus de relégation, plus de périphérie. Je veux l'éclat du centre, les feux des grandes villes. Je veux un boulevard qui dise son combat. Question. Est-ce qu'on intègre le texte de Victor Hugo? Quel texte? Mineur devant la loi, il faut que ça cesse. C'est une lettre. Un être qui nous a donné la vie. Et cet être souffre, et cet être saigne. Pleure, languit, tremble, dévouons-nous, gna gna. Non mais c'est plutôt bien écrit. Pleure, languit, tremble. Victor Hugo, quoi. Oui, mais c'est une lettre. Avec tous les mandats de député, les sénateurs qu'il a eus, il n'a jamais été foutu de faire le moindre discours sur le suffrage des femmes. Et des hommes qui ont milité publiquement pour ces droits, il y en a eu d'autres. J'ai l'immense, l'insigne, l'extatique joie de présenter le premier congrès international du droit des femmes. Pendant 15 jours, oui 15, des centaines de personnes, femmes, hommes, de 11 nationalités différentes, vont porter cette, j'ose à peine le dire, internationale féministe et remuer les grands progrès de demain. Et pour ne pas usurper plus longtemps la place privilégiée de la parole publique, je la confie à un esprit rare que vous pouvez applaudir, Maria Dorem. Le mariage civil, le droit au divorce, l'amélioration des conditions de travail, l'augmentation des salaires pour que cesse la tentation de battre le pavé,
et à développer, encore et toujours, et en tout lieu, l'accès à l'éducation. Et mon droit de vote? Nous avons assez entendu. Aucune loi de ce pays n'empêche les femmes d'augmenter et de grandir leur science. Alors certes, aucune loi, ou presque, ne l'empêche, mais aucun moyen ne leur est offert non plus. Académies, universités sont bâties par et pour les hommes. Au nom de ces murs illustres, je vous appelle, mesdames, à entrer partout, à jouer des coudes dans tous les lieux qui fondent le pouvoir, à infiltrer les groupes d'influence, là où les hommes pensent et parlent seuls. Faites comme moi, immiscez-vous. Et si on s'immisçait à l'Assemblée nationale? Il faut réformer la France en profondeur, petit pas après petit pas. 30 ans que les hommes ont le droit de vote, ça fait suffisamment de petits pas pour moi. Il faut tout d'abord rectifier la relation des femmes avec le clergé. L'Empire les a rendus trop proches des curés, les confessionnaux ne désemplissent pas. Donnons-leur des lieux à occuper le dimanche, ouvrons-leur les bureaux de vote, elles quitteront les églises. Mais si on donnait le droit de vote aux Françaises, demain, ce n'est plus la France républicaine, c'est l'antichambre du Vatican. L'éducation laïque, hubertine, avant toute autre chose. Et j'en ai ma claque de votre politique de la brèche. Merde. Nous sommes un jour d'octobre, à Marseille. C'est le 3e congrès des ouvriers de France. Des centaines d'hommes et de femmes sont réunis. La salle des Folies Bergères est remplie à craquer. Une immense fête sociale. Dans quelques jours, décision historique sera prise en ces lieux de voter le collectivisme. 132 délégués de groupes ouvriers, plus de 1500 personnes à la tribune, en guise de public, et elle est là, 31 ans. C'est à cette femme que les générations futures doivent le mot féminisme dans son sens noble et fier. L'année précédente, elle s'est vue refuser de prendre la parole au Congrès international du droit des femmes. Léon Richer et Maria de Rennes, esprits progressistes et éclairés, lui ont fermé la porte. Ce soir, ouvriers et ouvrières lui offrent la tribune. Je viens toute pénétrée d'estime pour cette grande assemblée. Le premier décor librement élu en France depuis tant de siècles, qui permettent à une femme, non parce qu'elle est ouvrière, mais parce qu'elle est femme, c'est-à-dire exploitée, esclave déléguée de 19 millions d'esclaves, de faire entendre les réclamations de la moitié des hérités du genre humain. Mais attends, c'est le vrai texte, ça? Écouter nos plaintes, c'est commencer à vouloir être juste. Admettre les femmes au milieu de vous au même titre que les prolétaires, c'est faire avec elles un pacte d'alliance offensif et défensif contre nos communs oppresseurs. Avant que vous, hommes, vous conquériez le droit de vous élever jusqu'à vos maîtres, il vous est imposé le devoir d'élever vos femmes, vos esclaves, jusqu'à vous. Si vous, prolétaires, vous voulez aussi conserver vos privilèges, les privilèges de sexe, quelle autorité aurez-vous, je vous le demande, pour protester contre les privilèges de classe? Je m'adresse également à tous ceux qui se disent partisans de l'égalité de l'homme et de la femme, mais dont le mot d'ordre est « chut ». Ne perdons pas de temps à nous occuper de ce détail. Un détail. L'exploitation d'une moitié de l'humanité par l'autre moitié. Dans une société future, continuent ces prétendus socialistes, les femmes auront leurs droits. Ils imitent en cela les prêtres qui promettent aux déshérités de la terre les jouissances au ciel. Nous voulons pour les femmes comme pour les hommes liberté d'action, liberté d'opinion, liberté de conscience. Nous réclamons pour les femmes comme pour les hommes voix délibérative dans la commune, dans le groupe ou dans l'État. Parce que les femmes comme les hommes sont intéressées aux lois et règlements qui se font. Parce que les femmes payant leurs impôts ont autant le droit d'exiger une bonne répartition de ces impôts. Parce que dans une vraie république,
Il n'y a plus de privilégiés. Il n'y a que des intéressés qui, se soumettant aux mêmes devoirs, doivent posséder les mêmes droits. Vous portez haut la voix des femmes, et j'ai toujours plaisir à l'écouter. Il est vrai, Paul Minck, que pour la porter, vous la portez moins haut. C'est que je vois plus vaste. J'embrasse la cause que vous défendez, mais une révolution sociale est en cours. Le féminisme n'est pas de nature à l'empêcher. Vous disséminez des énergies qu'il nous faudrait unir. L'union, je ne désire rien d'autre, mais à qui profitera-t-elle? Je vous adjure, vous et vos militantes, de cesser vos engagements étroits et de rejoindre le vaste mouvement d'émancipation des prolétaires qui, à leur tour, une fois leur liberté obtenue, nous soutiendront. D'autant mieux que nous aurons contribué à la leur donner. 1789, 1830, 1848, 1870, nous avons toujours cru libérer le genre humain avant de nous apercevoir que nous n'en libérions qu'une partie, dont le suffrage a même réussi à devenir universel, sans nous. Enfin vous, la pétroleuse, vous, l'exilé de la commune, toujours sous vigilance policière, qu'avez-vous obtenu de votre fidélité à la cause des hommes? Qu'ils progressent. Quand votre amie Louise Michel appelle à se lever tous les chasseurs d'étoiles, pourquoi ne s'adresse-t-elle pas aussi aux chasseuses? Dans le grand processus révolutionnaire, nous refusons de faire une distinction entre les femmes et les hommes. Madame, je vous le prédis, les ouvriers auront depuis longtemps obtenu leurs droits, que les femmes ouvrières incluses n'auront pas vu bouger une ligne dans la liste de leurs revendications. Je n'irai pas. Le Figaro m'envoie couvrir le congrès international de la condition et des droits des femmes. Mais ce qu'ils veulent, c'est un article satirique, une caricature de plus. Je n'irai pas. S'ils veulent des journalistes femmes écrivant sur les femmes, alors ils en auront, mais sous ma direction. Mon journal sera rédigé, fabriqué et distribué exclusivement par des femmes. Et attention, hein, ce sera un journal d'information générale, un quotidien. Ah! Oh, la presse! La préfecture refuse de me délivrer une convocation d'examen, sous prétexte que je suis femme, donc privée de droits politiques. Sans droit politique, pas le droit de passer le concours de l'internat en psychiatrie. Je viens de terminer ma thèse, qui a reçu la mention extrêmement bien, et je ne pourrai pas devenir interne. Mais retournez-y. Retournez à la préfecture. Une de mes journalistes vous accompagne et se fera l'écho de votre cause, non de l'ensemble de nos causes. Et bien, afin de ne rien négliger, je vous propose, pour le centenaire du Code civil, d'écrire en toutes lettres ce que nous en pensons. Quant à moi, je vous propose de le brûler. Il prévoit une cérémonie pour les 100 ans du Code de Napoléon. Et nous les laisserions célébrer l'ouvrage le plus liberticide que le droit français n'ait jamais engagé contre les femmes. Un peu de radicalité à la française, j'en suis. Elle est passée où, la doyenne? Viens ici, Hubertine. Tu militais déjà que je sortais à peine du ventre de ma mère, cette maudite chienne. On n'a pas tout à fait le même âge ni le même style, mais tu as l'action en toi, et ça, c'est tout ce que je respecte. Hein. Allez, pleure pas, là. Vous me faites tellement plaisir, je me sens si isolée. Oh, tu ne portes que des pantalons? Tu sais pourquoi j'ai de l'affection pour toi, Hubertine? Pas pour tes jupons, pas pour ton chapeau à falbala, pour tes années de célibat un peu, mais surtout, Hubertine, surtout. Je t'aime plutôt bien parce que tout ce que tu as défendu, tu ne l'as jamais fait au bon moment. Tu n'es pas né dans la bonne décennie. Vous me faites tellement plaisir. Moi, mes pantalons, c'est pareil. Nous existons trop tôt. Toute ma vie, j'ai attendu que les femmes se lèvent. La cérémonie a lieu à la Sorbonne. Je suggère donc, on y entre en cortège, on bordélise la cérémonie, et puis on marche jusqu'à la place Vendôme, on prend un Code Napoléon, et... Ça vous plaît comme idée? Si ça nous plaît. For women! J'ai convié une délégation anglaise à Paris. Come on, girls! Ha! This! Ha! Northward! Ha! Nous irons voir ensemble le ministre de l'Intérieur. S'il fait la sourde oreille, nous irons voir la presse. Ah! Jaurès nous donne la voix.
quoi? It's not words! It's not words! On veut des actes, Pas des paroles! Les Français veulent voter! It's not words! It's not words! It's not words! It's not words! Smashing windows! Smashing windows! Hunger strike! La grève de la faim! Ah non. Ah non, 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 non. Non, c'est très britannique ça. Ouais, en France, on sait pas faire ça, la grève de Come on, girls! Vote for women! Vote for women! Smashing windows! Hunger strike! These not words! These not words! These not words! Chut, arrête, collègue. Messieurs, Oui, oui. messieurs, je commencerai par rendre hommage à notre cher et regretté collègue Paul Dessossois, à qui les Françaises doivent l'initiative de ce rapport. Reprenant ces travaux, je vous soumets ici ces quelques réflexions. Certains esprits ont une lecture approximative de la logique républicaine qui, nous le savons, articule les devoirs et les droits. Mais d'autres admettent cette logique, reconnaissant la légitimité des femmes à demander leurs droits politiques, mais prétendent que les temps ne seraient pas propices, ou plus trivialement que la Française d'aujourd'hui ne s'y prêterait pas. Et pourtant, nous sommes, messieurs, responsables du cléricalisme des Françaises. C'est si elles ont poussé la porte du curé, c'est bien parce que celle de l'instruction et du dialogue leur ont si longtemps été fermées, et on leur reprocherait d'être acquises à la pensée réactionnaire, d'être incapables de fonder une opinion politique qui leur soit propre. En créant, depuis plus d'un demi-siècle, des électeurs partout dans nos faubourgs, nos campagnes, nous avons débuté un vaste mouvement d'éducation à la chose publique. Créons maintenant les électrices. Si nous donnons un but à leurs opinions, croyez-moi, des opinions, elles en auront. Autant que nous. Bien dit. Ouais, bah c'est pas le tout de faire des rapports, hein. Encore faut-il inscrire la proposition à l'ordre du jour. J'ai 40 années de lutte derrière moi. Me laisserez-vous partir sans seulement savoir si mon combat a servi à quelque chose? Voterez-vous cette loi? Pas à l'ordre du jour. Merde. Messieurs, les récents événements vont affecter l'ordre du jour de l'Assemblée nationale pour quelques mois. Pour quelques mois encore. Pour quelques mois encore. Pour quelques mois. Bon, chère Mélissante. La guerre n'est pas terminée. Et dans cette période où se dessinent les lendemains, il nous reste une carte à jouer. Le président des États-Unis s'apprête à dévoiler aux Alliés sa vision du monde d'après. Mais il sera l'homme que tout le monde écoute. Nous devons planter une graine dans cette vision-là. Dear Margaret, votre suggestion a pleinement éveillé notre intérêt. Le président Wilson a salué l'engagement patriote des suffragistes américaines. Or nous, Européennes, n'avons pas dérogé à l'effort de guerre. Si
des réformistes comme nous le sommes ne parviennent pas à se faire entendre de cette oreille-là, alors personne ne le pourra. Chère Millicent, en janvier, le président Wilson présentera son plan politique devant le Congrès américain. Nous attendons votre accord pour rédiger un appel co-signé qui lui sera remis en main propre par nos amies new-yorkaises. Dear Margaret, vous avez toute notre confiance. Insistez sur l'enjeu universaliste d'une telle question. Ce sera un argument de poids pour gagner à notre cause, ce défenseur de l'autodétermination des peuples. Alors, chère Millicent, nous pensons que l'argument maternaliste serait plus à même de toucher l'esprit de cet homme du Sud, parce que, mère autant que femme, nous nous présentons comme les garantes de la paix future. Dear Margaret, sur ce point, nos avis divergent, mais je ne souhaite pas froisser en vous la mère de 6 enfants, si je me rappelle bien, et respecte vos positions. Pourquoi on précise ça déjà? Elle était contre l'avortement, Margaret. Elle a même milité contre. Oui, je considère le refus d'enfanter comme antipatriotique. C'est compliqué l'histoire. Dear Carrie, That's me. merci de remettre comme convenu notre appel au président Wilson afin qu'il ait le temps d'en prendre connaissance avant son discours de janvier. No. Comment ça, non? Elle n'a pas transmis notre appel. What the... Ouais, le président Wilson s'est exprimé et rien. Un discours en 14 points. L'avenir des démocraties mondiales en 14 points. Et pas un mot du président américain pour les femmes et leur droit de vote. Dear Margaret, je comprends votre déception, mais l'histoire du vieux continent diffère de celle des États-Unis. Wilson se devait de protéger les libertés de l'État fédéral. Il ne pouvait, devant le Congrès, renouveler son soutien de façon officielle. Cependant, il ne nous oublie pas. Nous autres Américains, nous avons d'autres moyens de faire de la politique. Ayant récemment été sollicité par de nombreux esprits féminins à travers le monde, je leur réaffirme aujourd'hui ma conviction profonde qu'aucune reconstruction démocratique ne pourra se prétendre complète sans le suffrage des femmes. Yes! Espérons maintenant que nos élus l'entendent. Espérons maintenant que nos élus l'entendent. Oui, mais vous comprenez la souveraineté française. De loi concernant le droit de vote des femmes sont électeurs tous les Français des 2 sexes âgés de 21 ans accomplis. Yes, oui. Maintenant, je prends aux députés l'examen de la loi au Sénat. Refusé! Nous invitons le gouvernement à hâter devant le Sénat la discussion du projet de loi voté par la Chambre des députés concernant le suffrage des femmes aux élections municipales. Refusé! Délibération de la loi. Différé! Eh oui, ce qui, cela dit, revient exactement au même. Nous devons gagner la bataille de l'opinion publique. Les élus n'y résisteront pas. Si l'opinion publique nous accorde le droit de vote, nous l'obtenons. Et comment gagne-t-on l'opinion publique? En se faisant remarquer. C'est ainsi que les Anglaises ont réussi à obtenir ce qu'elles voulaient. Elles ont renoncé aux grands écrits et aux beaux discours. Elles sont passées aux actes. Et elles ont fait la une. Bon, les vitres brisées en France, ça ne marchera pas. Je vous propose une autre méthode. Il semblerait qu'il s'agisse de ballons de baudruche, rouges, Ballon qui, au moment où je vous parle, vient d'atteindre la tribune d'honneur.
Il semblerait qu'il soit lesté par des tracts à caractère politique du genre féministe. Il faut bien l'admettre, messieurs, dames, que nos suffragettes ne manquent pas d'humour. Les sénateurs se sont vus offrir ce jour une paire de chaussettes ont été brodées en référence à l'inquiétude manifestée par l'un d'entre eux dans la presse. Même si vous nous donnez le droit de vote, vos chaussettes seront raccommodées. Messieurs, dames, nous vous demandons patience. Le grand prix aura bien lieu quand cette manifestation aura évacué la pelouse. Les femmes d'abord, les chevaux ensuite. Il semblerait qu'il s'agisse de pancartes à caractère féministe du genre suffragiste. Ah, certes, messieurs, le bouchon est conséquent, mais la circulation reprendra sous peu. Vous ne voudriez pas écraser nos suffragettes qui se sont enchaînées les unes aux autres depuis la terrasse de chez Maxims jusqu'au ministère de la Marine? Délibération de la loi. Pas à l'ordre du jour. Mais dans le monde entier, les femmes votent. Jusqu'à quand ferez-vous de la France une si honteuse exception démocratique? Délibération de la loi. Bon. Déguisons nos ambitions, maquillons nos exigences. Vite, des uniformes. Monsieur le ministre. Chère madame, monsieur le ministre, à l'aube de ce nouveau conflit, nous tenons à honorer notre devoir de patriote et demandons pour les femmes le droit de servir dans les armées. Votre requête est honorable, madame. Je vous remercie. Ouais, mais elle n'aboutira pas. Je défends le Parti radical socialiste, mais si les femmes accédaient au service militaire, si les femmes pouvaient se battre, notre principal argument contre leur accès au droit politique ne tiendrait plus. C'est ce qui s'appelle jouer carte sur table, monsieur le ministre. Mais des actions méritantes s'offrent néanmoins à vous. Pourquoi pas des quêtes pour rassembler de l'argent? Oh, mais voilà une autre manière de participer à l'effort. Après de longues discussions, l'Assemblée nationale vient de voter les pleins pouvoirs au maréchal Pétain. Bravo! 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 Oui, bah on fait ce qu'on peut. Ouais, et ben si ça vous gêne pas, je pars quelques mois aux États-Unis. Messieurs, encore et toujours, messieurs, en ces temps accidentés que l'histoire aura tôt fait de simplifier, après quelques mois de tambouilles militaires, de tractations avec des copains plus ou moins nets les uns des autres, la France peut s'estimer heureuse de voir s'apaiser les tensions entre ses deux généraux préférés, Charles et Henri, et de les déclarer conjointement, et bien qu'ils se détestent, garants de l'honneur de la nation. Et Charles et Henri présideront en alternance les séances et oui, quoi qu'ils ne puissent pas se blairer, co-signeront chaque décret, enfin pendant quelques mois en tout cas. Messieurs, encore et toujours messieurs, car Lucie Aubrac, nommée pour siéger, n'a pas pu vous rejoindre en Algérie et sera donc représentée par son mari. Quant à Marthe Simard, également nommée, mettra quelques mois à vous rejoindre depuis le Canada. Messieurs, encore et toujours messieurs, vous voilà réunis en assemblée consultative provisoire. Vous reconstituez immédiatement l'autorité du CFLN au profit de Charles. Adieu, Henri. Et après quelques mois de nettoyage, au milieu d'un indescriptible chaos, vous rédigez et amendez un projet d'ordonnance que l'histoire retiendra. Messieurs, bientôt mesdames, l'émotion est à son comble. Près d'un siècle après que les Français l'aient obtenu, les Français, très français bien sûr, distinction importante compte tenu de la ville où vous siégez, près d'un siècle après que les Français, très français l'aient obtenu, les Françaises, très françaises, s'apprêtent à obtenir le droit de vote. Titre 4 de l'ordonnance, article 17. Les femmes sont électrices et éligibles dans les mêmes circonstances que les hommes. Voilà, 1h30 tout pile.
Il y a un truc que j'avais pas perçu là. Bah, il manque une vraie fin tout de même. Bon. Bah Evie, tu vois bien, on peut pas faire sortir le public sur ça. Là. Et donc pas de serpentin? Non mais ça non, pas de serpentin. Je trouve que c'était une bonne idée. Non mais c'est bête, mais tout est censé converger vers là, et quand ça arrive, ça fait une sorte de flop. Exactement, Julien, alors qu'avec les serpentins... Le régime de Vichy, c'est la fin du Sénat et de l'Assemblée nationale. Oui, c'est ça. Bah, du coup, l'Assemblée consultative d'Alger, celle de l'ordonnance, c'est pas une assemblée démocratiquement élue? Non. Ah non, mais attention. Elle s'engage dès sa création à s'en remettre au suffrage populaire, ce qu'elle fait rapidement. Ouais, mais c'est pas ça que je pense. Non, mais l'assemblée consultative, c'était pas une assemblée de guignols, hein, non plus. Hein. Il y avait des résistants. À combien de voix elle a été établie la majorité sur l'amendement qui nous concerne? Hein? L'amendement du député communiste, on l'a même pas nommé, lui. Grenier. Fernand Grenier. Voilà, Grenier, le gars qui fait ajouter le mot électrice dans l'article de loi, il est voté à combien de voix son amendement? 51 voix contre 67. 67 votants, mais c'est ridicule. Non, mais c'était pas n'importe qui, attention, il y avait des résistants. Donc si je résume, quand tout allait prétendument bien en France, plus de 500 députés, plus de 300 sénateurs tous élus, et pas moyen de faire passer le vote des femmes. Des vieux croutons ont consacré 25 ans de vie parlementaire à se renvoyer notre droit comme une patate chaude, et il a fallu un régime autoritaire pour que 50 mecs planqués hors du territoire non élus nous l'accordent enfin. Oui, mais parmi ces 50 mecs, il y avait des résistants, mais il y avait aussi d'anciens parlementaires. Ah bah super, hein, ces mêmes parlementaires qui n'ont pas été foutus de faire passer la loi du temps où ils étaient élus pour faire des lois. De mieux en mieux. Non mais chat, c'était l'occupation, t'aurais voulu qu'ils fassent quoi, qu'ils attendent? Mais non. Ben ouais. Bref, tu comprends pas ce qui me dérange? Tout ce soin là, hein, c'est pour en arriver à obtenir le droit de vote, en tant que pouvoir démocratique. Et ça m'interroge de constater que durant 100 ans de démocratie active, bon certes incomplète, mais bien active, on n'obtient pas ce droit. Et c'est finalement au moment où le régime de Vichy ôte aux Français le pouvoir démocratique qu'on nous le donne ce droit. Et ben ça fait un peu mauvaise blague. Tenez, on vous accorde le droit de vote, on vous accorde le droit dont on vient de prouver qu'il ne servait pas à obtenir les acquis majeurs du progrès sociétal. T'as dit quoi? Tu dis le pouvoir démocratique, plutôt le pouvoir de voter, c'est pas la même chose. Alors quelqu'un comprend ce qu'il raconte? Est-ce qu'un système électoral est forcément démocratique? Ben, attention, je dis pas que j'ai la réponse. Hein. Je pose juste la question. C'est juste que ça me fait penser à ces gens-là. Vous savez, on en connaît tous, ces gens qui disent qu'on vit déjà dans un état fasciste. Ouais, ces gens qui n'ont pas tout à fait tort. Faut pas trop me lancer là-dessus. J'ai juste l'impression que notre vie politique se résume à un loup déguisé en grand-mère qui passe son temps à dire « N'ouvrez pas au loup ». Et ça fait 20 ans maintenant. 20 ans de loup déguisé en grand-mère qui dit « Gare au loup ». 20 ans qu'on se fout de notre gueule. Ah mais t'es sérieux là? Bon, je crois qu'on ferait mieux de bosser la fin. Ah bah oui. Non mais si c'est pour entendre dire après ces siècles qu'on vient de traverser, qu'on vit dans un état fasciste, ça vaut autant me remettre à la table, tu vois? moi je vais pas tarder donc je sais pas si j'ai le temps de me mettre à la table. Tu vois. Je sais pas, moi, jusqu'à mes 35 ans, il me semble que j'avais le droit d'aller manifester sans avoir forcément rendez-vous avec les lacrymos à 16h30, vrai? Ouais, non mais d'accord Julien, mais le fascisme, tu vois, c'est un peu plus... Attention, hein, je dis pas que ça servait à quelque chose. Mais au moins on pouvait. Et on pouvait aussi envisager des actions écologiques sans être systématiquement fichés comme éco-terroristes. Mais de là qualifier notre état de fasciste... Mais le nombre de mesures qui devaient exister que temporairement et qui sont finalement passées dans le droit commun, le nombre de technologies algorithmiques, sécuritaires, qui sont désormais complètement banalisées. Non mais Julien, même dans un état de plus en plus sécuritaire, on ne vit pas pour autant dans un état autoritaire. Oh non, mais je suis désolée, mais intellectuellement, ce genre de raccourci, tu vois, ça me satisfait pas. Et sous un régime autoritaire, déjà, on serait pas là. Nous 5. Ah, c'est sûr, on en ferait des spectacles d'édification historique sous un régime autoritaire, mais certainement pas un spectacle sur le suffragisme. Est-ce que t'en es bien sûr? Notre extrême droite doit tout à ce système électoral.
L'appel aux urnes fait complètement partie de son vocabulaire. L'extrême droite, c'est un épouvantail qui se porte très très bien dans la Ve République. Attends, Julien. T'es en train de dire que le spectacle qu'on essaie de faire et qui reconstitue un siècle d'histoire pour arracher le droit de vote aux mains des conservateurs serait aujourd'hui tout à fait raccord avec le discours conservateur? Oui. Ouais. Putain, moi-même en le disant, je me rends parfaitement compte. Mais Charlotte... Il n'y a rien de subversif à retracer l'histoire des militantes suffragistes. Non, mais c'est pas un geste politique. De toute façon... Non mais quoi? Je veux dire, on fait du théâtre. Enfin, on n'a pas pris jusque-là 1 heure pour savoir qui pensait quoi du droit de vote. On n'a même pas pensé à commencer par ça. Finalement, elle a peut-être raison, la pro, avec sa petite phrase « retracer l'histoire d'un droit sans questionner la pertinence de ce droit ». Est-ce que c'est vraiment un sujet? Tout le monde vote parmi nous? Mais évidemment. Non mais je vois pas ce que ça a de drôle, hein. Ben moi, je vote pas. Sauf au municipal. Et vous savez pourquoi ça m'a intéressé de faire ce spectacle? Parce que sans déshériter, il n'y a pas de conquête. Puis ça m'intéressait aussi de traverser toute cette matière là, pour voir ce que ça pouvait bien remuer en moi. Et alors? Ça remue? Vous vous êtes jamais demandé ce qu'on pourrait penser aujourd'hui du droit de vote si les femmes n'avaient pas tant tardé à l'obtenir? Si les hommes pauvres l'avaient eu en même temps que les riches propriétaires? Notre rapport au vote, c'est une construction mentale qui est nourrie par toutes ces fresques historiques, par tous ces combats politiques. C'est un peu comme le mariage, tenez, le mariage pour tous. Eh ben, le mariage, c'est devenu quelque chose de précieux. C'est devenu un droit pour ceux à qui c'était interdit. Non mais attends, Julien, le mariage, c'est un choix individuel, sans incidence directe sur la société, alors que le vote, c'est un geste qui se met au service du collectif. Un geste qui agit. Ah bon? Non mais alors arrête, Freda, avec ton petit sourire suffisant, là, dis les choses. Ah, mais je suis curieuse, je vous envie presque en fait. Mamie, ma mine, ma douce, ma ronde, mon acariâtre, ma robuste, mon rocher, ma mémoire ébréchée. Mamie, ma mine, mon presque siècle, mon creux de l'histoire, mon brushing préféré, ma tarte à la rhubarbe, mes gants Mappa tendus à l'homme. Mamie, ma mine, ma conquérante, mon écrasé, mon parfum trop fleuri, mes permissions d'enfant, mon corps nonagénaire, mon Romero, ma tacheté. Dis-moi, premier accomplissement de mes droits politiques, dis-moi, ce fut comment voter? Tu avais 24 ans et le vent d'automne soulevait le chapeau de ton papa. Tu te rappelles les dimanches, les belles robes et les costumes. Tu te rappelles les poignées de main avec les élus du village. Tu crois te rappeler l'obligation, le devoir, l'évidence. Et aujourd'hui, tu votes encore, ma mine, ma douce, ma ronde, mon acariâtre. Tu votes encore, et tu y crois. Quand tu votes, t'as le sentiment d'accomplir un geste puissant. J'ai Non, pas dit un ça. geste politique. Quand tu votes, t'as l'impression de faire un geste politique. Mais c'est pas une question Non rhétorique, mais tu laisse sais. tomber, Hein. Charlotte. tu te fatigues Sinon, j'en pas. connais, moi, hein, les gestes politiques. Autre que réfléchir une fois tous les 5 ans, je veux dire. Ah bah merci Julien, comme ça je me sens intelligente. Et si, et vite, désolée, j'ai envie de me fatiguer, parce que je suis comme toi, moi, je vote. Bon, quand j'ai le temps et que je pense à faire ma procuration, je vote. Allez défendre une Mais zone. j'aimerais être capable de leur répondre, là, entrer dans le débat, j'aimerais en être capable. Me sortir faire des collages. Je sens bien que j'ai pas les billes, là. Ah mais il y en a plein en fait, des gestes beaucoup plus chargés que le fait de mettre un petit papier anonyme dans une urne. La politique, c'est pas que de la contestation. 6 mois hein, qu'on potasse des manuels d'histoire. On Hein. va organiser un raisonnement si tu veux.
Mais moi aussi, je manifeste. On est là à parler du Ça Moyen-Âge. m'empêche pas de voter. À s'accrocher à la Révolution comme une moule à son rocher. T'as vraiment l'impression que ça va servir à quelque chose. Donc là, on vient de passer de voter ne sert à rien à manifester ne sert à rien. Non, manifester de cette façon, en tout cas, ça sert à rien. Non mais Evie, on passe. On se comprend pas, c'est tout. Citoyens, citoyennes, si on m'avait dit que je viendrais au-devant de vous pour de pareilles affaires, la valeur d'un droit. Nous avons traversé les siècles, les exigences, les injustices et les colères. Nous avons traversé les siècles sans jamais penser à interroger entre nous le poids politique de ce droit. Pire, j'ai pour ma part pas même interrogé en moi le poids politique de ce droit. Je vous soumets donc dans le même mouvement deux questions. Voter est-il encore le geste démocratique qu'on aimerait croire? Et plus largement, à quoi sert-il, dans notre cadre institutionnel actuel, de voter? La valeur d'un droit. Citoyenne, tu l'as dit, tout est là. Si le vote n'avait aucune valeur, s'il ne détenait pas des possibilités de renouveau, de table rase, pourquoi aurait-on tant tardé à nous le donner? Depuis les origines du suffragisme, donner le droit de vote à une certaine catégorie de population est un pari périlleux pour le pouvoir en place. Donner à une majorité pauvre les mêmes droits politiques qu'une minorité riche, c'est un énorme risque pour les élites. Un raisonnement facile à retourner, citoyenne. Après des décennies d'hésitation et d'angoisse de la part des élites, les pauvres, puis les femmes, puis les populations colonisées obtiennent le droit de vote. Pas par idéal démocratique, non. Parce que dès le départ, des garde-fous sont aussitôt placés. Déjà, les dirigeants renoncent au seul principe égalitaire et véritablement démocratique, le tirage au sort. Un peu de sérieux. Le tirage au sort est si sérieux, citoyenne, qu'il est utilisé pour constituer les jurés d'assises. Le tirage au sort est si sérieux qu'il entre dans le fonctionnement d'institutions disposant des vies humaines. Les jurés d'assises tranchent les cas individuels, pas les destins d'une nation. L'instauration du suffrage en France a durablement associé dans nos esprits un mécanisme qui n'était pas le seul possible. Le bulletin de vote et la représentation politique. C'est grâce à nos bulletins de vote qu'une poignée d'individus est supposée représenter l'intérêt général et la volonté du peuple. Mais oui, c'est même la définition exacte de la démocratie. Électorale. Et dès le départ, le concept est faussé, car il repose sur un idéal inexistant, l'idéal de l'intérêt commun. Comment peut-il y avoir un intérêt général reconnu par les élites financières d'un pays? Populisme, citoyenne, du populisme. Du populisme, parfaitement, du populisme. Qui soutiendra ici que l'intérêt individuel ne prévaut pas sur tout dès qu'il est question de ressources? L'intérêt général s'invente dans les assemblées. Pour peu qu'un pays entretienne une culture du dialogue. Justement. Une culture du consensus. Précisément. En prenant seulement le dialogue avec les représentants syndicaux, qu'en reste-t-il aujourd'hui? Et pour ce qui est de l'Assemblée, plus de 100 fois le recours au 49.3, littéralement la mise à mort du consensus parlementaire. Alors que l'obstruction, évidemment, c'est bien plus démocratique. La meilleure preuve que le système électoral n'est pas démocratique, c'est que dans tous les pays où ce système est appliqué depuis longtemps, les suffrages exprimés ne tentent jamais à rééquilibrer la répartition des richesses. Et pourtant, c'est pas la majorité qui les détient, ces richesses. Tout simplement parce que l'inégalité économique engendre de l'inégalité politique.
Dès les premiers penseurs, il est établi que l'élitisme va de pair avec la République. Dès l'origine, il est admis que les individus éligibles seront différents socialement de ceux qui les élisent. Ce n'est pas un régime démocratique, c'est un régime oligarchique. Exactement. Et ça a du beau, l'oligarchie. Aristocratique, évidemment. Pouvez-vous préciser votre pensée, citoyen? Quand on se donne pour tâche de déterminer l'intérêt du plus grand nombre, il vaut mieux ne pas être le premier venu. Est-ce à dire que les gens qui ne font pas de longues études sont cons, citoyen? Ah, je ne vais pas si loin. Tenez, je me regarde simplement et clairement. Je ne confierai pas les rênes de ce pays à quelqu'un comme moi. Moi non plus. Et ce n'est pas de l'élitisme, c'est de la modestie. Il s'agit simplement de reconnaître qu'il existe des domaines de compétences. Parce que ton imaginaire politique, citoyenne, s'en tient à l'idée d'une petite administration qui gouverne seule. Tu ne parviens pas à t'extraire d'un fonctionnement archaïque. Si archaïque, qu'il a inspiré toute l'Europe. Pardon. Ouais, il y a 2 siècles. La France est si en retard aujourd'hui que depuis 15 ans, elle fait le yo-yo entre la 30e et la 22e place. Mais la place, dans quel classement, citoyenne? L'indice de démocratie. Un classement selon 60 critères, tous cohérents. Ça va de la représentation politique aux libertés civiles, en passant par le pluralisme. Est-ce qu'il y a intéressant dans ce classement? C'est qu'à l'exception de l'Islande, les 8 premiers pays ne sont pas des républiques, mais des monarchies parlementaires. D'ailleurs, c'est une confusion très française, ça, d'associer la République à la démocratie. Évidemment, aller soutenir autre chose à un peuple qui a coupé la tête de son roi. Alors que dans les monarchies actuelles, les choses sont plutôt bien faites. L'incarnation, la personnalisation du pouvoir est totalement distincte de l'exécutif. Chez nous, on veut nous faire croire à la séparation des pouvoirs. Mais si on y regarde de plus près, tout est empilé au même endroit. Ah ça! Rien que notre conseil constitutionnel déjà. Imaginez une bonne vieille famille royale, des dorures, des chevaux, des mamies heureuses, des électeurs et des électrices concentrés sur les programmes et ne se préoccupant plus du tout des personnes pour lesquelles ils votent. Citoyens, on ne rétablira pas la monarchie en France. Quant à vous deux, j'ai du mal à comprendre votre logique. Comment espérez-vous obtenir des changements en ne votant pas? Mais quel changement as-tu obtenu en votant? Quel progrès as-tu récemment obtenu en votant? Je dis simplement que pour ma part, je ne voterai plus l'éternelle reproduction du même. Moi non plus. Et quand tous les antifascistes résonneront comme vous, citoyens, dites-moi, qui tiendra les remparts? Quel rempart? Mais comment ça, quel rempart? Eh bien, il n'y a pas de place forte qui s'appellerait l'état de droit et que les politiques des 20 dernières années pourraient se vanter de protéger. C'est un mirage qui cache des reculs en train de s'accomplir. Oh, tout n'a pas reculé encore. Regardez les autres pays, faites des comparaisons. Oui, tu suis les actualités, tu le prends ce temps, tu ne peux pas sérieusement soutenir qu'aucune liberté n'est en recul dans notre pays. Je le connais, ce discours, je le tiens pour irresponsable. Nous y sommes. Vous le savez pourtant, tu le sais, Freda, que dans tous les schémas de souffrance, ce sont les filles et les femmes qui paient le prix fort. La culpabilisation de la parfaite électrice. Tu connais l'histoire, tu l'as pris ce temps toi aussi. Tu le sais, qu'à l'intersection de toutes les formes de violence, quel que soit le pays, c'est une fille ou une femme que l'on trouve. Evie, notre société vacille depuis longtemps. Aucune société n'est parfaite. Aucune société n'est parfaite, mais au moins la nôtre est-elle encore à peu près pacifiée. C'est cela que permet le rituel électoral. Construire du consentement. Hélas. Non,
manipulation, ce n'est de la manipulation qu'à travers notre regard du XXIe siècle. Mais à travers un regard plus large. C'est bien plus grand. C'est le moyen de la paix. Le verdict des urnes a été inventé pour cela. Se mettre d'accord et maintenir la paix. L'immobilisme. Et sous le vernis de la paix, les violences systémiques. Comment peut-on penser, je me le demande, comment peut-on en venir à penser que notre présent serait pire qu'un pays morcelé par les violences civiles? Donne une valeur au changement que tu souhaites. Établis leur urgence et alors tu auras ta réponse. Ma réponse, mais jusqu'au bout, Freda, tu m'entends? Jusqu'au bout, je me tiendrai debout pour Et empêcher... alors tu as choisi? Tu as simplement choisi la forme de violence qui te convient le plus. C'est juste un détail à assumer. À chaque fois que tu utilises un bulletin de vote, tu ne choisis pas entre la violence et la paix, mais entre deux formes de violence. Je suis pas prête, moi, pour la violence, sous toutes ses formes. Hier, c'était déjà compliqué, alors... Hier, c'était compliqué, et pourtant, il était question que de choisir pour qui. Alors demain, choisir s'il faut voter, ne pas voter. Demain arrive vite, et je ne vous remercie pas. Car là, maintenant, je ne sais plus rien. Est-ce que mon geste préserve du pire? Est-ce que mon geste entretient le pire? Vous m'emmerdez avec vos phrases affirmatives, avec vos certitudes. Vous m'emmerdez parce qu'elles me semblent toutes valables. Comment je peux m'en sortir, moi? Comment je fais le tri? Si je renonce au droit qui m'est accordé, puis-je lui substituer le vide? Ai-je droit au silence? À l'attente? À la passivité? Si je renonce en pleine conscience au geste qui m'est accordé, alors il me faut, sous peine de malhonnêteté, le remplacer par d'autres. Non? Je ne sais pas si j'ai en moi ce possible. Substituer au pacifique droit de vote des gestes d'une autre nature. Je ne sais pas non plus si je souhaite l'avoir, ni que les autres l'aient. Ce que je sais, c'est que le monde se durcit. Je sais les feux qui reprennent quand on les croyait éteints. Je sais les hurlements au loin et la détresse au plus près de mes murs. Je sais l'enfant qui parle en adulte et qui brandit sa parole comme une flamme. Je sais l'enfant qui croit qu'il n'a plus rien à perdre et qui se perd. Je commence à savoir tous les chemins du désespoir. Je sais l'eau qui disparaît, l'eau qui ruisselle sur la terre sèche et emporte tout avec elle. Je sais le vent qui souffle de plus en plus fort. Et je sais aussi le nombre de ceux qui ne veulent pas savoir. Notre maison montre les dents. Oui, je la sais, la valeur des changements que je souhaite. Je sais l'urgence. Mais je ne sais pas où il me faut porter l'énergie qu'il me reste, ni mes modestes idées. Un jour, il a été question d'accorder à d'autres le devoir de représenter des personnes comme moi. Celles qui ne savent pas, celles qui fatiguent au bout de leur journée et qui ne trouvent pas toutes les heures qu'il faudrait pour penser la marche du monde. Car il en faut des heures pour penser. Il en faut de l'air entre les gestes de chaque jour. Je ne sais pas si j'ai en moi ce possible. Substituer au pacifique droit de vote des gestes d'une autre nature. Je ne sais pas non plus si je souhaite l'avoir, ni que les autres l'aient. Ce que je sais, c'est que je cherche de l'air entre les gestes de chacun de mes jours. Je cherche les heures. Il me reste à bâtir ma pensée comme on bâtit sa maison.
La vôtre a l'air impeccable. Vous avez de la chance. Moi, je vote depuis l'âge de mes 18 ans. Et je sais maintenant que ma pensée politique n'a pas commencé à exister.